Bonsoir à toutes et à tous, un vrai plaisir de vous retrouver pour une nouvelle soirée de 28 minutes. Et figurez-vous que je ne suis pas le seul à en être heureux puisque toute la belle équipe est bien sûr là. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Et l'actualité en France, eh bien c'est la loi sur l'aide à mourir adoptée hier soir par l'Assemblée nationale. Ce vote acte la fin d'un long marathon parlementaire et un vrai soulagement pour l'homme à l'origine de ce texte, Olivier Falorni. Je dormirai mieux, effectivement, mais je penserai à tous ces visages qui ont parfois hanté mes nuits, ce que j'espère, là où ils sont, que leur message de souffrance s'est transformé en espérance. Pour autant, opposants et partisans continuent à se disputer sur le sujet. Alors cette loi est-elle trop permissive ou trop restrictive? Comment prendre objectivement en cause la notion de souffrance? Est-ce le rôle d'un médecin d'aider à mourir? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui ne cultivent que le meilleur en termes de chronique. Et en plus, eh bien, ils la récoltent tous les jours, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Alors de quoi parle-t-on ce soir, Marjorie? On va parler de rupture sentimentale massive. En Chine, depuis hier, des millions de personnes se retrouvent seules et célibataires en même temps. La faute à qui? Au gouvernement et aux amoureux virtuels. En effet, oui. Et vous, Théophile? L'Odyssée, le dernier film ultra attendu de Christopher Nolan vient de sortir. Peut-être que vous avez prévu d'aller le voir ce week-end, peut-être dans une salle équipée IMAX. C'est le nec plus ultra des cinémas. Nolan ne jure que par ça. L'IMAX, je vous explique comment ça marche. Alors, on découvrira tout ça en fin d'émission. Car avant ça, nous allons bouger nos corps. Et oui, si cette année, aucune danse de l'été type Macarena ne semble s'imposer, oui, malheureusement, sur les dance floors estivaux, eh bien, pourquoi ne pas pousser les portes du Lonely Club, endroit fréquenté par un chanteur et quelques danseurs qui, à la nuit tombée, viennent trouver un remède à leur solitude. Le chanteur Eddie de Pretto et la chorégraphe Maud Lepladec ont les clés de ce Lonely Club qui ouvrira ses portes sous la nef du Grand Palais à Paris cette semaine. Et ils viennent nous en parler tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Eddie de Pretto. Bonsoir. Vous êtes chanteur, artiste, interprète. À vos côtés, Maud Lepladec. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes danseuse et chorégraphe. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir Fanny Veil. Bonsoir. Alors vous serez demain soir dans la nef du Grand Palais à Paris, demain soir et jusqu'à samedi également pour votre spectacle Lonely Club. Alors Maud Lepladec, comment on peut le définir ce spectacle? Je sais que c'est toujours compliqué parce que on peut dire que c'est un concert chorégraphié, mais on lit parfois aussi que ça peut être une comédie musicale. Quel mot on pourrait employer? Alors, surtout pas le concert chorégraphié. Non, je dirais plutôt, comme on a tendance à le dire, que c'est une création originale, en fait, qui est basée sur notre rencontre. Oui. Sur évidemment le répertoire et les chansons d'Eddie, sur aussi des choses qu'on a eu envie de raconter ensemble, aussi des propositions que Eddie m'a faites sur, on va dire, la mise en scène, la chorégraphie, la direction artistique. Et c'est vraiment une expérience sensible, musicale, artistique, unique. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on va se produire au Grand Palais, donc voilà, on a aussi eu envie de ponctuer cette expérience qui va être belle mais éphémère. Eh bien, de tout ça, nous allons en parler dans un instant. Mais avant ça, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal, justement, pour nous parler de ce spectacle. Et Olivier Boucreux nous explique pourquoi. Eddie de Pretto, vous chantez les failles, Maud Lepladec, vous les faites danser. Avec Lonely Club, vous mêlez vos voix et racontez la solitude. Pour faire bouger notre époque, vous avez le profil idéal. Eddie, vous grandissez à Créteil dans les années 90, père chauffeur routier, mère technicienne de laboratoire. Dans vos oreilles, la variété française et le hip-hop passent en stéréo. Dans le miroir, vous vous sentez un peu hors cadre, trop blanc, pas assez viril, trop artiste. Je me sentais pas pareil que les autres. Du coup, je voulais absolument me plier à ce qu'étaient les autres. Vous faites du théâtre, de la pub, vous chantez sur les bateaux-mouches où on ne vous écoute pas toujours. Votre tour viendra avec le titre Kid, bien dans son temps, qui vous révèle en 2017. Vous y questionnez les injonctions faites aux garçons, être fort, dominant, ne pas trembler. Depuis, vos chansons fissurent les armures. Maud
Maud, votre décor c'est Saint-Brieuc, mère fan de danse qui vous inscrit au jazz à 6 ans, père DJ et président d'un club de motocross. Tu seras viril, ma fille. Vous entrez dans la danse, donnez des cours pour financer les vôtres, empruntez, galérez, jusqu'aux portes des Restos du Cœur. À Montpellier, vous découvrez la danse contemporaine avec la chorégraphe Mathilde Monnier. Un choc. D'abord interprète, vous devenez chorégraphe, puis dirigez les centres chorégraphiques d'Orléans et de Lorraine. Vous faites dialoguer les danses, toutes les danses, pour des corps politiques. Il faut sensibiliser les regards. Voilà. Je parlerai pas d'éducation, je parlerai pas de pédagogie, je parlerai vraiment d'introduction, de rencontre. En 2024, Thomas Joly vous confie la danse des cérémonies olympiques et paralympiques. L'inclusion assumée déchaîne les insultes, la haine vous atteint, pas votre ligne. Le Théâtre national de la danse de Chaillot pense à vous deux pour une nouvelle passerelle artistique. 3 musiciens, 8 danseurs, un chanteur qui bouge son corps et partage sa scène. Dans l'Only Club, votre tube La Fête de trop fait sens, les lendemains vides, le vertige de se perdre dans la foule et ce besoin de love et de tendresse. Vos deux écritures se rejoignent, être ensemble sans jamais effacer l'individu, se tenir à plusieurs avec ce que chacun porte de solitude. Voilà pourquoi ça donne envie d'aller voir ce Lonely Club, en tout cas. Alors, il n'y a plus de choix, c'est complet. Ah ça, il comprend. Pardon. Mince. Oui. Comment on va faire alors? On fait plus. Ah, on fait plus, très bien, d'accord. On vient juste vous montrer. Voilà. Comme c'est beau. Écrivez à Eddie de Pretto, sinon sur les réseaux sociaux, il vous répondra. Justement, Eddie, vous avez un point commun avec Maud, ce sont vos origines sociales modestes. Est-ce qu'on peut dire que l'art est un outil d'émancipation sociale? Oh, c'est beau, c'est une belle question, je pense. En tout cas, moi, ça m'a sorti de ma zone de base où j'étais. J'ai adoré grandir à Créteil, mais c'est vrai que parfois les murs étaient un peu trop étroits, que j'avais en vision de ma chambre la Tour Eiffel, et mon but, c'était un peu de vivre à Paris et d'avoir la vie folle et brûlante qu'est la capitale. Et donc, c'est vrai que le théâtre, ça m'a ouvert ces portes-là. La musique m'a ouvert aussi ces portes-là, et ça m'a aidé, à sortir de mon cadre et pouvoir être quelqu'un d'autre et me définir autrement que les carcans qu'on nous donne à la naissance. Ouais. On va voir justement ce que vous partagez ensemble. C'est à propos d'une de vos chansons, Eddie, qui parle de masculinité toxique, avec laquelle aussi le grand public vous a connu. On va voir ce que ça donne dans le Lonely Club avec Kids. Tu seras viril, kid, je veux voir ton mental se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses, des faces pour de glorieux guerres. Tu seras viril, kid, tu y seras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Eddie de Pretto a interprété ses propres chansons, ses textes, mais avec un collectif, avec des danseurs de ballet. Qu'est-ce que ça change? C'est énorme. Première fois pour moi que je ressens autant d'émotions. Alors, ça veut faire bientôt 10 ans que je fais de la scène et j'ai ressenti énormément d'émotions dans tous les zéniths et les arénas de France. Mais là, dans un espace aussi confiné en plus que les Gémiers à Chaillot, j'ai ressenti tellement d'émotions à partager la scène avec d'autres personnes, d'autres talents. Il y a une osmose qui se crée, et comme j'ai eu l'impression et l'habitude de le faire seul, là ça m'a ouvert des portes. J'étais en larmes pendant toutes les représentations, parce que ressentir la chair, ressentir les émotions plurielles, ça décuple tout, et j'ai tellement aimé que je veux garder les danseurs. C'est ça. Peut-être pour vos prochains spectacles. Peut-être pour le prochain, okay. Carrément. Et justement, Maud, faire danser un chanteur. On voit Eddie de Pretto qui a l'habitude d'être accroché à son micro, et comme vous l'êtes encore, on l'a vu lors des répétitions, vous avez toujours justement vous gardez ce geste. C'est plus difficile, ou comment ça se passe justement? Avec Eddie, ça n'a pas été très compliqué, parce que non, mais c'est vrai, et tu le dis souvent, Eddie a une formation déjà de danseur, t'as fait une école de danse, de théâtre, donc ça a été. Je pensais que ça prendrait plus de temps que. Enfin, j'ai imaginé que ça prendrait beaucoup de temps, et en fait pas du tout. Et c'est vrai que pendant tout le spectacle, Eddie chante. Mais danse aussi. Il est tout le temps entouré. Les danseurs sont l'extension de lui-même. Il est parfois l'extension des danseurs aussi. Il n'y a pas un pas qui n'est pas écrit, qui n'est pas en mesure, qui n'est pas accroché à un mot, à un verbe, à une note, etc. Et non seulement il danse très bien, mais en plus il l'apprend très vite. Et ça, c'est quand même aussi une... C'est bien. Je crois qu'il t'entend. Non, mais c'est vrai.
Je le dirais pas si je le pensais pas. Non, ça a été assez facile. Et une des choses qui était très importante pour moi, et puis pour Maud aussi, quand on a commencé à travailler, c'est que je voulais pas avoir juste des backing danseurs derrière qui font décorer pour un peu remplir l'espace. Je voulais vraiment, et on voulait du coup m'inclure dans la chorégraphie, mais même être au même niveau, c'est-à-dire être un groupe de jeunes personnes qui se retrouvent dans un club et malgré nos histoires communes, enfin non communes justement, nos solitudes, nos peines, et ben on vient là pour s'amuser et raconter justement ce groupe total, mais avec chacune de nos individualités, de nos problématiques. Alors on le voit, ce spectacle a tourné dans différents endroits, ça marche très bien pour vous, mais on va voir aussi, Fanny, que le monde du spectacle vivant, lui, il s'inquiète de son avenir, car les subventions sont à l'arrêt. Oui, les sommes promises par l'État pour la fin d'année sont gelées. 10 à 12% des aides ne seront finalement pas versées. Une amputation du budget qui concerne 28 établissements les plus soutenus. Opéra de Lyon, de Bordeaux, Théâtre de la Criée à Marseille, des Amandiers à Nanterre ou encore Comédie de Reims, entre autres. Alors tous sont habitués maintenant à voir leur budget gelé, mais ce qui est inédit, c'est le moment de l'annonce, en plein milieu d'année, alors que les œuvres prévues pour la rentrée ont déjà été commandées et les contrats déjà signés. Ces établissements dénoncent dans une tribune dans le journal Le Monde, je le cite, une entreprise de démolition sans aucun effet sur les finances publiques et je cite encore un prix totalement disproportionné que l'on ferait payer à la culture. Faut-il reporter la rentrée ? Faut-il faire appel au chômage partiel, chômage technique ? Le secteur s'interroge. Le ministère de la Culture promet d'étudier les situations les plus tendues au cas par cas sans pour autant préciser quelles seraient les solutions envisagées. Maud Le Pladec, comment vous interprétez cette baisse des subventions ? Alors, comment je l'interprète, c'est pas tellement une histoire d'interprétation, mais moi, je dirige une institution. Voilà, je la vis en tant que directrice du CCN Ballet de Lorraine à Nancy. Et aussi, on est en étroite collaboration avec l'Opéra de Nancy, qui est particulièrement touché, en fait, comme nous tous et nous toutes, par cette baisse des moyens. On a une étrange sensation d'un milieu de Covid, post-Covid. Vous voyez, quand en fait on a envie de clamer haut et fort que l'art est essentiel en fait, et que la culture est essentielle. Et on va se remettre, on se mobilise déjà avec évidemment un secteur qui est touché des plus petites compagnies jusqu'aux plus grosses structures. Et c'est ça, en fait, qui est très, très, très flippant, je vais le dire comme ça. C'est qu'à un moment donné, on arrive toujours à trouver des sortes de chaînes d'entraide pour que les plus gros puissent aider les plus petits. Et là, en fait, le secteur est touché de manière généralisée. Et il y a une très, très forte inquiétude qui pèse sur notre avenir, sur l'avenir des compagnies, sur l'avenir des institutions qui soutiennent la permanence artistique, sur l'avenir de la musique, de la danse, du théâtre, etc. Et là, on est en plein festival d'Avignon. Je peux vous dire que ça secoue. On est tous et toutes sur nos portables à signer des tribunes, à essayer de se mobiliser, à faire passer des messages. Et je pense que la lutte, elle commence à peine et il faut effectivement la maintenir. Un mot aussi, Maud Le Pladec. En fait, les Français vous connaissent très bien, sans le savoir. C'est parce que vous avez participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, non pas en tant que sportive, mais parce que vous avez travaillé sur le spectacle d'ouverture. Et c'est parce que quand on pense aux Jeux Olympiques, on pense à ce fameux tableau polémique, la scène, en effet, qui vous a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Quel a été votre sentiment à ce moment-là quand vous avez reçu finalement autant de critiques alors que vous avez voulu proposer tout simplement un geste artistique ? C'est plus que pas agréable, c'est plus que pas OK de recevoir du cyberharcèlement, que ce soit des menaces de mort, des insultes, etc. Mais on n'en reste pas moins convaincu que ce qu'on a fait, c'était la bonne chose et que ces valeurs, on continue de les défendre. Et puis si la fachosphère nous a tapé un petit peu sur le coin de la figure, on en a assumé et on en assume encore pleinement les conséquences. Et je crois qu'en fait, ces messages, ils sont d'autant plus importants aujourd'hui, voilà. Et puis, il faut continuer de lutter, résister, et puis de proposer, créer, inventer et rassembler, voilà. Créer et inventer et rassembler, c'est justement l'Only Club qu'on peut, alors ou pas, si vous avez des places, si vous avez de chance d'aller voir donc demain et samedi donc à la nef du Grand Palais à Paris. Merci beaucoup Maud Le Pladec et Eddy de Pretto d'être passés ce soir par le plateau de 20 minutes pour nous en parler. Allez, passons maintenant à notre débat. Hier à 19h25 précise, l'Histoire s'est invitée à l'Assemblée nationale par 291 voix contre 241. Le texte sur l'aide à mourir a été adopté. La fin d'une longue discussion politique et sociétale qui n'a pas rapproché les pour et les contre. Certains parlent d'une avancée majeure, d'autres d'une loi irresponsable. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Cette aide à mourir est-elle
Trop permissive ou au contraire trop contraignante? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. Le scrutin est ouvert. C'est l'épilogue de près de 5 ans de débats. La loi, dite sur la fin de vie, a été définitivement adoptée à l'Assemblée hier soir. Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. Avec ce 4e vote, la France rejoint la dizaine de pays au monde à adopter une législation de ce type. C'est une victoire et je m'en réjouis. Et c'est très bien pour la liberté de tout le monde. C'est pas un texte de mort, c'est un texte pour aider ceux qui souffrent. Pour réussir à faire passer un texte qui remue à la fois des questions existentielles et l'intimité des familles, ces instigateurs ont multiplié les garde-fous. Seuls les adultes français ou résidents en France peuvent demander à ce que leur jour soit abrégé. En plus d'être dans un état jugé incurable et dans des souffrances dites insoutenables, les patients doivent aussi être en pleine possession de leur discernement. Ils bénéficieront par ailleurs d'un délai de réflexion pouvant aller jusqu'à 3 mois. Pour tenter de rassurer davantage, le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel pour s'assurer que le texte est bien conforme à la Constitution. Pas de quoi rassurer pourtant les opposants au texte. Eux parlent ouvertement d'euthanasie. Les médecins conçoivent bien que les motivations des personnes qui demandent une euthanasie ou demandent un suicide assisté, en fait, la réponse, elle peut être très bien fournie par une bonne prise en charge qui, par exemple, enlève la douleur, fait que les personnes ne se sentent pas toutes seules, on leur garantit qu'il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique. Vous voyez, toutes ces motivations qui font que, au bout du compte, il y a très peu de personnes qui persistent dans ce choix lorsqu'ils sont bien accompagnés et qu'ils sentent que leur vie a un sens. Une des craintes des détracteurs du texte, c'est que celui-ci soit progressivement assoupli. Alors, le texte adopté est-il suffisamment encadré? La loi, telle que votée, est-elle trop permissive ou au contraire, trop restrictive? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Jeanne Amourou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière en soins palliatifs, membre du conseil d'administration de la SFAP, qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et selon vous, l'hôpital est dans une situation catastrophique et n'a pas les moyens d'accompagner correctement les patients. Loin d'être un progrès, dites-vous, cette loi est au contraire une régression. À vos côtés, Jonathan Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Selon vous, cette loi est l'une des plus restrictives du monde. Les 5 critères cumulatifs que l'on trouve dans cette loi sont une vraie garantie, dites-vous, destinée à protéger à la fois le soignant et le soigné. Et puis Magali Assor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Selon vous, cette loi a son équilibre malgré un travail législatif qui n'était pas apaisé, mais il y a un manquement concernant le soutien apporté aux professionnels qui pratiqueront l'acte. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous Valérie, et le chiffre du jour. Oui, ce chiffre, Jean-Mathieu, c'est 13, car la France devient le 13e pays sur 195 dans le monde à autoriser légalement une aide active à mourir médicalement encadrée. Parmi ces 13 pays, on trouve le Canada, une dizaine d'États américains, certains États en Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Et en Europe, regardez, ils sont 8 pays, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et dorénavant la France. Emmanuel Macron parlait dès 2023 d'un modèle français de la fin de vie. Jeanne Amourou, est vraiment un modèle d'équilibre où vous y voyez plutôt quelque chose d'instable? J'y vois plutôt quelque chose d'instable et surtout une régression. Les soins palliatifs, ils sont nés dans les années 80 à peu près, de 3 grands refus, et notamment le refus de donner la mort à un moment où il y avait des euthanasies clandestines, parce qu'on ne savait pas soulager autrement les patients qu'en leur donnant la mort. Et les soins palliatifs, ils sont nés justement de ce refus en se disant c'est pas possible que la seule solution qu'on apporte aux mourants, ça soit de leur donner la mort, on peut faire autrement. Et les soins palliatifs, ça a été un vrai progrès, c'est une vraie révolution dans la manière de prendre en charge les patients, d'arrêter avec le pouvoir médical, de se dire que c'est pas au médecin de décider ce qui est bon pour le patient sait très bien ce qui est bon pour lui. Et les soins palliatifs se sont développés depuis 20 ans, malheureusement, de manière insuffisante. Et aujourd'hui, il y a un patient sur 2 qui n'est pas pris en charge en soins palliatifs alors qu'il devrait en avoir besoin. Oui. Et moi, c'est ma colère aujourd'hui. Oui, on va y revenir évidemment. Jonathan Denis, pour vous, c'est un progrès social ou une régression éthique ?
C'est pas une régression éthique. Pour moi, c'est un progrès social. Maintenant, j'insiste bien, et là, on partage tous les deux cette conviction sur les soins palliatifs. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu le vote sur l'aide à mourir, enfin, hier. Mais il y a 2 mois, il y a eu aussi la promulgation d'une loi sur un accès universel aux soins palliatifs. Oui. J'ai toujours dit que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, voilà, pour moi, la France se dote effectivement de lois qui permettent à chacun d'être respecté dans son parcours de fin de vie et dans sa décision, quelle qu'elle soit, y compris si ça doit être dans le cadre d'une aide active à mourir. Alors, Magali Assor, est-ce que pour vous, cette loi, si on prend un chiffre, cette loi est un progrès finalement en ce sens? Parce que quand on va regarder un chiffre sur ces Français qui partent en Belgique, notamment en 2025, pour bénéficier d'une euthanasie, sont 110. Ils étaient 110. Est-ce que pour vous, justement, cette loi, c'est un progrès par rapport, si on regarde ce chiffre? Alors, moi, je parlerai ni de progrès ni de régression. Cette loi, c'est le processus, c'est le résultat d'une longue concertation avec la question qui a été posée à une convention citoyenne à laquelle le Centre national des soins palliatifs a participé. Et les citoyens, on leur a posé la question, est-ce que le cadre actuel est suffisant? La réponse a été non. Donc c'est un progrès. C'est un progrès, ça étoffe en tout cas les possibilités de réponse sur un certain nombre de situations où la médecine, et même une excellente médecine palliative, peut ne pas avoir de réponse. Et pourtant, Jeanne Amouroux, on a compris votre point, mais il y a 5 critères cumulatifs, comme des garde-fous, dans cette loi, et notamment celui d'être majeur. Les mineurs sont exclus, contrairement à ce que prévoit, par exemple, la loi aux Pays-Bas et en Belgique. Ce cadre n'est pas suffisant, d'après vous, pour éviter les dérives ? Moi, surtout, je pense qu'il est inapplicable dans la réalité. Quand on regarde les critères, effectivement, il y en a 5, ils sont cumulatifs. Comme on va les revoir là. Oui, bien sûr. Les uns ne vont pas sans les autres, c'est ensemble. Tout à fait. Ils peuvent paraître sécurisants, sauf qu'à l'intérieur, quand on les regarde, il y a une grande subjectivité et qui est laissée à l'appréciation des médecins. Mais pas sur la nationalité, par exemple. Alors, sur la nationalité, effectivement, ça c'est assez clair. Sur le fait d'être majeur, c'est assez clair. La question de l'affection grave et incurable à une phase avancée, même l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a bien dit que c'est pas se prononcer là-dessus. Voilà, qu'elle ne savait pas se prononcer là-dessus. Donc comment, l'HAS le dit, un médecin, ne peuvent pas non plus statuer dessus. Et on voit bien dans la pratique, moi je me base sur ce que je vois tous les jours avec les patients, que c'est impossible de définir ces choses-là. On sait définir le court terme, le moyen terme, la phase avancée, pardon, on ne sait pas la définir. Et la question de la souffrance est aussi d'une grande subjectivité. Moi, elle me paraît extrêmement, et nous les soignants, je ne parle pas qu'en mon nom propre, mais les soignants de soins palliatifs, ça nous paraît inapplicable dans la réalité. Magali Assor, je voyais réagir. Oui. La HS, on lui a posé la Haute Autorité de Santé. Haute Autorité de Santé, merci. On lui a posé la question de savoir si elle peut définir ce qu'était le moyen terme, puisque ça avait été un des sujets en débat au début des débats. Elle n'a pas pu donner un terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Elle a plutôt décrit ce que peut être une phase avancée, c'est l'entrée dans un processus irréversible avec une dégradation importante de l'état de santé et de la qualité de vie. Et c'est peu ou prou ce que le législateur a repris presque textuellement cette définition dans la loi. Alors Jonathan Denis, il y a un autre chiffre aussi qu'on voulait vous montrer concernant cette possibilité ou pas de dérive, c'est on prend aux Pays-Bas justement. Là-bas, il y a plus de 10 000 décès par aide à mourir aux Pays-Bas en 2025, soit près de 6% des décès totaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir ce type peut-être de dérive ou pas en France? Alors, je ne considère pas que 6% des décès totaux soient une dérive. Soit on peut considérer que l'aide active à mourir est une dérive. Là, c'est un débat qu'on a eu effectivement pendant de très nombreuses années. Je me permettrais juste, il manque quand même une chose essentielle sur les critères que vous avez affichés. On a parlé de la phase avancée, qui existe quand même depuis des années dans d'autres textes sur la fin de vie, la phase avancée. Donc on a réussi à la définir. Le pronostic vital engagé. Oui. C'est pour ça que ça en fait l'une quand même des lois les plus restrictives au monde. Être atteint d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée, vous l'avez très bien rappelé, la définition sur la phase avancée, ou terminale. Et les souffrances réfractaires, on en parlait effectivement, les souffrances réfractaires, il y a aussi les souffrances jugées insupportables par la personne si elle décide d'arrêter ses traitements. On parle de souffrance physique puisque la souffrance psychologique seule ne permettra pas de demander une aide active à mourir. Après, sur la Belgique ou sur d'autres pays... Ce sont souvent des pays qu'on a mis en avant pour des dérives, notamment sur les mineurs. En contre-exemple, quoi. Est-ce que répondre à la souffrance insupportable d'un mineur qui a son pronostic vital engagé à court terme,
quelques heures, quelques jours, c'est une dérive, ça à chacun d'en juger. Les législateurs à l'étranger ont, dans un cadre légal et juridique, à la demande de patients, il ne faut pas oublier que toutes les évolutions que vous avez eues dans certains pays, c'est à la demande d'associations de malades, c'est à la demande de personnes malades, c'est à la demande parfois de soignants que ça a eu lieu. Maintenant, on ne va pas être différent des autres pays. On a voulu faire un modèle à la française, on l'a fait très bien. Peut-être qu'il y a des améliorations. Moi, je me bats parce que ce n'est pas la loi de porter la DMD. Maintenant, je crois qu'il faut que les Français s'approprient la loi, comme les Belges se sont appropriés leur loi. Personne ne pense à remettre en cause la loi en Belgique. Et on aura très certainement entre 1 à 3% des décès qui seront consécutifs à une demande d'élective à mourir. Exactement le nombre de patients qui, dans des soins palliatifs, disent « mes souffrances sont réfractaires ». Alors justement, vous parliez de soins palliatifs et on va voir avec vous, Fanny, on va essayer de définir exactement voilà, ce que c'est. En fait, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque les soins palliatifs? Et surtout, ça ressemble à quoi en France? Bien, quand on parle de soins palliatifs, on parle de tous les soins qui sont prodigués aux patients atteints de maladies graves en complément de leur traitement ou aux patients en fin de vie. Tous les malades, disons-le, peuvent en bénéficier, quel que soit leur âge. Le but, c'est d'améliorer leur qualité de vie en atteignant les symptômes de la maladie, à défaut de pouvoir la guérir, et également de soulager la souffrance psychologique. D'ailleurs, les familles des malades sont elles aussi accompagnées par les médecins. On peut recevoir des soins palliatifs chez soi, à l'hôpital, dans des lits dédiés, mais en unité de soins, entre guillemets, classiques. Ça, c'est la grande majorité des prises en charge. 10 000 patients l'an dernier, d'après le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie que vous dirigez, Magali Assor. Et pour les cas les plus complexes, il existe enfin des services spécialisés, les USP, unités de soins palliatifs. Environ 40 000 patients pris en charge l'année dernière. En France, il y a 180 unités de soins palliatifs avec une certaine concentration en Île-de-France. 18 départements en sont encore totalement dépourvus. Cher, Corrèze, Jura, Haute-Vienne, Mayenne, Tarn-et-Garonne ou encore Vosges, entre autres. Mais dans l'ensemble, le nombre de lits et de prises en charge à domicile ont augmenté sur les 10 dernières années. Cette semaine, dans la Croix, un collectif de 8 personnalités a interpellé les députés en affirmant, je les cite, que l'aide à mourir vient concurrencer une aide à vivre déjà déficiente. Vous êtes d'accord avec ça, Magali Assor ? Moi, je n'oppose pas fondamentalement les soins palliatifs et la fin de vie et l'aide à mourir. Le Centre national a été construit sur ce modèle où on va parler avec tout le monde. Dans notre commission d'expertise, on a la DMD, on a la SPAP, on a tout le monde, parce que c'est des sujets qui sont tellement complexes. Donc, nous, on ne va pas opposer les soins palliatifs et l'aide à mourir. Quand vous parliez au début d'un modèle à la française, c'était quand même un petit peu ça l'idée. C'était le et en même temps et en même temps, c'était l'idée du projet de loi initial où il y avait les deux sujets dans le même projet de loi, ce qui ne correspond pas du tout aux sensibilités des mouvements de soins palliatifs qui se sont positionnés en disant qu'administrer la mort n'était pas un soin. Et juste, je voulais rebondir sur le chiffre des 18 départements sans unité de soins palliatifs. Il faut quand même rajouter que dans ces départements, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, il y a des lits identifiés de soins palliatifs. Les citoyens ne sont pas sans aucune réponse. Oui, d'accord. Voilà. On va revenir sur les critères avec vous, Jeanne Amoureux. Et je pensais celui qui consiste à être atteint d'une maladie grave et incurable en phase terminale ou avancée. Quid des maladies, des personnes atteintes de maladies dégénératives? Et on pense évidemment à la maladie de Charcot. Ils sont complètement exclus du texte. La maladie de Charcot, c'est une maladie grave, incurable, qui engage le pronostic vital. Donc c'est des patients qui sont tout à fait inclus. Donc on ne parle pas de patients en fin de vie, on parle de patients qui ont un pronostic vital engagé, mais un patient qui a un cancer métastatique a un pronostic engagé, mais peut vivre plusieurs années. Donc c'était aussi important, parce qu'on nous a beaucoup parlé d'un texte très restrictif pour des personnes qui étaient en fin de vie. C'est pas que des personnes qui sont en fin de vie. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur la question des 18 départements. Effectivement, il y a des lits identifiés de soins palliatifs, il y a des équipes mobiles. On sait bien qu'aujourd'hui, l'hôpital est dans une situation catastrophique, avec un manque de soins, de soignants qui est majeur. Moi, j'ai bossé en soins palliatifs, mais je bosse aussi en EHPAD et j'ai fait du domicile. Et voilà, moi, j'ai pris la parole dans ce débat parce que, pas pour une question idéologique, mais vraiment par réaction de ce que je voyais sur le terrain, de voir des gens qui sont pas libres. Et on nous parle beaucoup d'une loi de liberté, de patients qui veulent choisir. Moi, ce que je vois tous les jours, c'est pas des patients qui sont libres, c'est des patients qui n'ont pas le choix, qui se retrouvent dans des situations qui sont insupportables parce qu'on n'a pas mis assez les moyens pour s'occuper d'eux. Et voilà. Et nous, le boulot que j'ai fait quand je travaillais en unité de soins
palliatifs qu'on faisait en équipe, c'était justement de s'occuper de ces patients-là qui arrivent dans des situations qui sont extrêmement compliquées, qui sont dans des demandes de mort de manière... Enfin voilà, ça arrive de temps en temps. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on répond à ces patients-là? Alors justement, les opposants au texte redoutent une pression plus invisible que vous évoquez à demi-mot, celle de la solitude, de la dépendance, de la fatigue des proches, du sentiment de devenir un poids. Enfin, c'est en tout cas ce que craint Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et par ailleurs médecin. Et moi, une de mes craintes, c'est que oui, il y a des gens qui profitent de la faiblesse d'un certain nombre de personnes pour les pousser à demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Ne croyez pas que c'est un fantasme. L'abus de faiblesse, ça existe malheureusement. Et en tant que médecin, j'en vois malheureusement trop souvent. Jonathan Denis, qu'est-ce que vous répondez justement à celles et ceux qui craignent cet abus de faiblesse? Je vais répondre directement à Philippe Juvin. Il a voté contre un texte, mais il aurait été utile qu'il le lise, puisque à l'intérieur du texte, dans la procédure, il y a bien expliqué que le médecin, s'il constate une pression externe pour pousser quelqu'un vers l'aide active à mourir, aussitôt ça suspend la procédure. Mais il y a un moment donné, sur les opposants au texte, il va quand même falloir se parler très franchement. On nous a expliqué toutes les dérives à l'étranger, que ça allait pousser des personnes externes pour un héritage, pour de l'abus de faiblesse, etc. On regarde ce qui se passe à l'étranger. Soit ces opposants n'ont absolument aucune connaissance de la législation étrangère et n'ont pas lu le texte, et à ce moment-là, on peut se reprendre du temps, même si on a voté pour reparler de tout ça, soit on est dans un mensonge depuis le départ, parce que ce n'est pas ce qui se passe à l'étranger, ce n'est pas ce qui va se passer en France. C'est justement pour ça qu'il fallait un texte bordé. Vous aviez au début un délit d'incitation, un délit d'entrave. Ça judiciarisait le texte. Il y a un choix qui a été fait, c'est d'enlever ces délits. Moi, je n'étais pas contre qu'il y ait les deux dans le texte. Ouais. Un seul, ça me posait problème. Les deux dans le texte, ça ne me posait pas de souci. Maintenant, laissons vivre la loi telle qu'elle est et arrêtons de passer sur des fantasmes qui n'existent pas et qui n'ont pas à exister. Monsieur Jeanne, vous vouliez réagir? Mais en fait, je crois que c'est vraiment pas un fantasme. Quand on regarde, on nous demande de vérifier si effectivement les patients sont victimes d'abus de faiblesse, etc. Il faut se rappeler que c'est que les soignants, des médecins qui vérifient ça. Moi, je bosse tous les jours. Vous l'avez constaté? C'est extrêmement difficile quand vous avez un patient qui arrive de repérer ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment aux soignants à qui on va demander d'évaluer ces 5 critères plus la question d'abus de faiblesse? On nous met une charge qui est extrêmement importante. Est-ce que les délais sont extrêmement courts, 15 jours maximum pour rendre, ça on n'en a pas assez parlé, mais 15 jours maximum pour rendre une réponse, 48 heures de délai de réflexion pour le patient. Ça peut aller extrêmement vite. Et la commission, on avait demandé, est-ce qu'il y a une commission de contrôle a priori avant le décès? Là, c'est une commission de contrôle a posteriori, post-décès. Donc après, du moment où on se dit, ah bah mince, il y avait un abus de faiblesse, mince, il ne rentrait pas dans les critères, le patient est déjà décédé. Et vraiment, c'est en ça que nous, les soignants, on est extrêmement inquiets. On nous met un poids sur les épaules qui nous inquiète et on ne se sent pas capable. Maggie Lassor. Pour nuancer un petit peu sur l'évaluation et la charge, dans pas mal de législations à l'étranger, la procédure, c'est un médecin, puis un autre, puis un autre. Là, dans le modèle qui a été choisi, c'était vraiment de faire un collège, collégial, comme dans le cas de la sédation profonde et continue. Donc vous avez le médecin qui est sollicité, vous avez un médecin spécialiste de la pathologie, et vous avez les soignants qui connaissent la personne. Si la personne est dans un établissement médico-social, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir les proches à la demande de la personne de confiance. Donc ça peut être un collectif. Et le législateur est allé jusqu'à écrire quand même dans une loi, où la loi c'est quand même des grands principes, de dire que cette réunion, elle doit se tenir en présentiel, que tous les rendez-vous avec le médecin doivent être en présentiel, il n'y a pas de téléconsultation. Donc je pense qu'il y a cette préoccupation de vraiment aller chercher le consentement le plus libre possible. Alors, Fanny. Jeanne Amouroux, les soignants comme vous aurez une clause de conscience qui vous permet de ne pas pratiquer vous-même le suicide assisté ou l'euthanasie. Comment fait-on si, tous ensemble, vous exercez cette clause? Nous, ce qui me rend aussi en colère et triste aujourd'hui, c'est que cette loi elle a été faite sans les soignants de soins palliatifs qui se sont massivement opposés à ce texte. Une fois de plus, pas par idéologie, mais c'est des soignants du terrain qui ont été consultés plusieurs fois, à plusieurs reprises, et qui massivement disent leur opposition. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été répété, les inquiétudes, les garde-fous qui ont voulu être mis, aucun n'a été écouté. La question de la clause de conscience, on nous a beaucoup dit ça, mais vous inquiétez pas, vous serez protégés. Moi, quand je pense en EHPAD, je suis une seule infirmière toute seule pour 70 résidents. Et il n'y a personne d'autre.
il y a des aides-soignants, il y a des ASH, mais il y a beaucoup d'EHPAD où il n'y a pas de médecin coordinateur. Il y a des médecins traitants, mais en fait qui sont en nombre insuffisant. Qu'est-ce que je fais si on me demande d'appliquer, de faire une euthanasie ou un suicide assisté, parce que c'est ça les termes, alors que je suis toute seule comme infirmière. Et en fait, dans la réalité du terrain, alors à Paris, c'est sûr que ce sera peut-être plus facile de poser sa clause de conscience. Dans la réalité, on nous demande en plus de le faire dans des délais qui sont ultra courts. Et vraiment, je ne vois pas comment on peut la mettre en place. Un mot, j'ai entendu, aussi sur ce processus démocratique. On a vu tout de même aujourd'hui une convention citoyenne, on a vu des débats, ça a duré longtemps. Est-ce que vous avez compris aussi pourquoi finalement aujourd'hui il semble toujours du côté de l'exécutif avoir un doute? On sait que Sébastien Lecornu va demander au Conseil constitutionnel de se pencher dessus. On a l'impression que les politiques sont en retard dans leur débat par rapport aux Français. C'est pas que sur cette question-là, sur toutes les questions de société, ils ont été en retard. Après, je veux juste vous rassurer vraiment sur la clause de conscience. S'il vous plaît. Non. Je vais vous répondre sur démocratiquement, parce que ça rebondit à ce qui a été dit. Démocratiquement, c'est un demi-siècle de débat. On a connu moins démocratique quand même. Un demi-siècle. Première proposition de loi, Henri Caillavet, 1978. Vous avez eu plus d'une dizaine de lectures sur ce texte. Il y a eu un projet de loi, une dissolution, des textes divisés par deux, des commissions, d'affaires sociales, des commissions spéciales, 10 000 amendements. Près de 10 000 amendements, dont 500 ont été adoptés, dont la moitié sont des amendements déposés par des opposants. Je veux bien qu'on n'ait pas entendu, qu'on n'ait pas écouté. C'est pas parce que la représentation nationale a voté majoritairement un droit à l'aide à mourir. On peut toujours être contre. La France, depuis hier, s'est dotée d'une loi sur l'aide active à mourir. Tout le monde a été écouté, tout le monde a été respecté, tout le monde sera entendu, respecté, et surtout les premiers concernés, les personnes malades, qui ont quand même été beaucoup ignorées dans ce débat. Et je vous rassure, tous les soignants ont été entendus. Dans les soignants, il y a aussi des soignants qui sont favorables et ils ont été représentés par exemple par France à se santé notamment. Ils étaient autour de la table avec nous. Certains ont souhaité quitter la table. Là, j'y peux rien. Magali Assor, ça a fonctionné en termes de démocratie, c'est-à-dire ce débat qui a été fait peut-être même dans les familles avant même qu'il soit fait par les parlementaires? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'arguments, que tout le monde a pu s'exprimer assez librement dans l'hémicycle, sur les réseaux sociaux. Il y a une structuration quand même des plaidoyers de chacun, et je pense que chacun a pu aller jusqu'au bout de ces arguments. Sur le recours constitutionnel, je voulais juste dire, au Portugal, c'est ce qui s'est passé. Pour aller au bout du processus. Et le Conseil constitutionnel portugais a invalidé un certain nombre de dispositions. Donc je pense que c'est important que cette loi, qui est passée avec un écart faible, puisse être vraiment validée juridiquement. Alors, un mot, Jeanne Amouroux, sur parler là, justement de cette clause de conscience. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez beaucoup aujourd'hui de vos collègues qui aujourd'hui vont appliquer cette clause de conscience quand cette loi sera applicable? Mais de nombreux. Et surtout, il y a plein de soignants qui se posent la question même de rester dans la profession. De se dire que c'était... À cause de ça? Mais bien sûr, on nous demande aujourd'hui, parce qu'en fait, les premiers impliqués autour de cette table, ça va être nous. Ça va être les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, les soignants. C'est à nous qu'on va demander de faire cette injection létale ou alors d'aider les patients à ingérer le produit eux-mêmes. Personne n'a choisi de faire des études d'infirmière ou de médecine ou d'être aide-soignante pour abréger la vie des autres. C'est pas notre métier. Merci beaucoup, en tout cas à vous trois, d'être venus débattre sur ce sujet ce soir sur le plateau de 28 minutes. Dans un instant, il sera temps de découvrir les chroniques du jour de Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Nous verrons qu'en Chine, il ne fait plus bon de flirter avec un robot. Et oui, avant de nous intéresser à l'IMAX, vous savez, la technologie avec laquelle a été tourné le dernier film de Christopher Nolan, l'Odyssée. Ah, vous ne l'avez pas encore vu? C'est sorti hier pourtant. Je ne sais pas, filez immédiatement au cinéma le plus proche, après l'émission. Allez, c'est obligatoire en plus. Allez, mais avant ça, prenons notre ration de culture générale quotidienne grâce au bar de Victor de Quiver. Ce soir, vous dînerez moins bête avec une question, mais vraiment que tout le monde se pose, une question essentielle. Peut-on accoucher de lapin? Peut-on accoucher de lapin? La question vous paraît farfelue, et pourtant. En 1726, en Angleterre, Mary Toft défraie la chronique. Cette femme qui habite près de Londres accouche d'une portée de lapin. Sous les yeux du médecin local, elle produit d'abord une tête de lapin, puis des pattes de chat, puis, en une seule journée, 9 lapereaux mort-nés. Au total, 17 accouchements. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le cas est si spectaculaire qu'il attire l'attention du roi Georges Ier. Il envoie son chirurgien personnel. Ce dernier examine Marie. Il confirme l'authenticité du phénomène. Les lapereaux sont exhibés à Londres. Marie devient une célébrité nationale.
Comment les savants expliquent-ils un tel prodige? À l'époque, une théorie médicale circule. L'imagination maternelle. Une forte émotion ressentie pendant la grossesse peut influencer l'apparence du bébé. Marie aurait-elle été effrayée par un lapin? Les médecins se perdent en conjectures. Car cette théorie de l'imagination maternelle est prise très au sérieux. On croit qu'une femme effrayée par une grenouille peut accoucher d'un bébé au doigt palmé. Qu'une femme qui fixe un portrait du Christ peut avoir un bébé barbu. Au XVIIIe siècle, la médecine explique ainsi toutes les malformations congénitales. Pour les savants de l'époque, l'affaire Marie Toft n'a rien d'absurde. Elle s'inscrit parfaitement dans leurs croyances. Mais le roi a un doute. Il envoie un autre chirurgien, celui-ci examine les lapros à Londres et il trouve du foin, du maïs et de la paille dans leurs crottes. Impossible, ces lapins n'ont donc pas grandi dans un utérus humain. Le 21 novembre 1726, le chirurgien rapporte au roi. C'est une supercherie. Marie est amenée à Londres, sous surveillance, elle n'accouche plus de rien, elle finit par avouer, elle s'est introduit des morceaux de lapin dans le vagin. Son entourage l'a aidée, elle est emprisonnée pour fraude. Mais alors pourquoi avoir pris un tel risque? Marie est pauvre, illettrée, ouvrière agricole, une voyageuse lui a soufflé l'idée, simuler une naissance monstrueuse peut rendre célèbre, et la célébrité, ça rapporte. Raté. Le scandale est énorme, les médecins qui l'ont cru sont ridiculisés, certains voient leur carrière ruinée. Voilà, vous dînerez moins bête. Merci Victor de Quivier. Vraiment, je dînerai moins bête, moi également, ce soir. Allez, il est temps de les retrouver pour leur chronique. Marjorie Adelson, Théophile Cosson, on commence avec vous. Marjorie, et on va partir en Chine ce soir puisque le pays a décidé de dire stop aux petits amis virtuels. Oui, des millions même de Chinois ont le cœur brisé en cause d'une rupture sentimentale imposée par le gouvernement. Alors, en règle générale, on ne connaît pas à l'avance la date d'une rupture, mais là oui, et c'était hier. Depuis mercredi, le régulateur d'Internet chinois a décidé de réglementer ce qu'on appelle les compagnons IA, autrement dit des robots pleins d'amour et de lignes de code. Objectif, lutter contre la dépendance affective. Alors ces robots, concrètement, ils sont créés comme un avatar. On l'entraîne selon vos goûts, vos désirs. Il peut être homme, femme, non-binaire, c'est vous qui voyez. Bad boy, grand romantique, aventurière, flemmard attachant, tout est possible. Seul point commun, le robot IA vous écoute, vous répond, colle à vos attentes. Bref, il est parfait. Sauf que vous ne pouvez pas le toucher ou l'embrasser car il est virtuel. Alors depuis hier, les plateformes, il y a eu un changement parce que les plateformes qui proposaient de créer son amoureux ou son amoureuse idéale ont désormais l'obligation d'intervenir en cas d'émotion extrême de l'utilisateur. Alors elles ont tout simplement décidé de supprimer cette utilité, cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité parce que c'est vrai qu'en Asie, mais surtout en Chine, ce phénomène est assez massif. Oui, 85%, les humains numériques ont connu une croissance de plus de 85% l'an passé. Au Japon, par exemple, une jeune femme de 32 ans s'est carrément mariée avec une IA, vous la voyez. Alors en Chine particulièrement... L'image est folle. L'image est assez folle. Oui, la elle est toute seule, mais c'est assez fou. En Chine, ces petits amis virtuels sont très utilisés par les femmes. En cause, peut-être le contexte sociétal. Dans le pays, on estime que 30% des femmes seraient victimes de violences conjugales. Sans compter le déséquilibre démographique entre hommes et femmes. Il y a 30 millions d'hommes en plus, ce qui pourrait créer une pression à se marier. Le petit ami virtuel apparaît alors comme une solution, un refuge garanti, sans déception. Alors cette tendance n'est pas que chinoise ou asiatique. Non, malheureusement. Une étude américaine montre par exemple que 3 adolescents sur 4 ont déjà tenté d'essayer en tout cas un compagnon IA. La Chine est le premier pays à le réguler, mais faut-il lui emboîter le pas ? Car ces IA, on l'a compris, elles créent un risque de dépendance affective, mais elles permettent aussi de lutter contre la solitude chez les jeunes, mais aussi chez les personnes âgées. Les utilisateurs, en tout cas, ils ont jusqu'à mi-octobre pour sauvegarder ces données échangées avec les IA, c'est-à-dire les vidéos, les messages, mais peut-être vaudrait-il mieux les supprimer. Comme avec un ex, mieux vaut tout couper pour ne pas replonger. Eh oui, merci beaucoup Marjorie. En effet, les sorties en boîte avec son IA, ça doit être très sympa. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et oui, alors Théophile, avec vous, alors on va parler du dernier film, apparemment. Je ne savais pas, très attendu de Christopher Nolan, L'Odyssée. C'est un film qui a été tourné et projeté dans certaines salles en qualité IMAX. Mais au fait, Théophile, IMAX, comment ça marche? Oui, on a tous ce pote cinéphile, un poil puriste, qui vous dit « Ah non, mais ce film... » Ça se regarde en IMAX. IMAX ou Image Maximum. À l'origine, c'est un format de pellicule créé par une boîte canadienne, IMAX Corporation, à la fin des années 60. Des pellicules de 70 mm contre 35 pour les pellicules classiques.
ce qui donne des images 10 fois plus grandes et donc bien plus claires et détaillées lorsqu'on les projette derrière sur grand écran. L'autre innovation d'IMAX, c'était de faire défiler la pellicule non pas verticalement, vous savez, mais horizontalement, avec non pas 5 mais 15 perforations par image, vous savez, les petits trous sur les bobines. Alors c'est un peu technique, mais en gros la qualité est bien meilleure. C'est ensuite devenu un label pour les salles de ciné. Pour être certifié IMAX, il faut respecter un cahier des charges très strict, à commencer par la taille de l'écran, très grand, et surtout moins allongé que les écrans classiques, un peu plus carré, et enfin un système sonore breveté ultra précis pour une expérience en salle optimale. Et il faut dire que justement le réalisateur donc de l'Odyssée, Christopher Nolan, il est obsédé lui par l'IMAX. Ouais. Rendez-vous compte, Christopher Nolan a utilisé plus de 600 000 mètres de pellicule argentique IMAX pour tourner l'Odyssée. Et comme c'est un vrai artiste, il veut que son œuvre soit admirée dans les conditions qui restituent le mieux sa vision. Oui, sauf que tous les cinémas ne sont pas équipés des mêmes écrans, des mêmes technologies. Résultat, le film sera diffusé dans 6 formats différents. Et alors, c'est bien foutu, vous pouvez voir les différences entre les formats sur le site officiel du film. Donc il y a Dolby Vision, 35 mm, 70 mm, IMAX et la crème de la crème, le choix de Nolan, IMAX 70 mm. Alors là, le film est projeté sur un écran gigantissime autour de 400 mètres carrés de surface contre 50-60 en moyenne pour un ciné lambda. Mais alors, où est-ce qu'on peut le voir justement, ce film en IMAX 70 ? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, ou plutôt si, mais vous allez comprendre le problème. Seulement une quarantaine de salles dans le monde sont équipées, 4 en Europe, une seule en France, le Pathé Odysseum de Montpellier. En même temps, c'est pas simple comme installation. Regardez la taille de la bobine IMAX 70 mm du film, 18 km de pellicule, ça pèse 110 kg. Bon, résultat, des fans affluent de toute la France. Déjà 13 000 préventes vendues pour une salle qui ne fait que 230 places. Et les premiers retours d'expérience sont à la hauteur des espérances. Un journaliste du Figaro raconte une sensation de quasi vertige, tant l'écran est grand et une immersion totale dans les scènes de bataille. Le Cinoche à son climax. Voilà. On se dépêche parce que je dois prendre des places pour Montpellier, justement. Je sais ce que je fais ce week-end. Merci Théophile, merci à tous. Demain à 20h05, vous retrouverez le Club 28 minutes présenté par le sémillant mais toujours délicat Renaud Dely. Allez, tchuss.